Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le circuit de Francorchamps pour l'événement tant attendu des 24 heures, 56e édition qui promet d'être très très chaude. Les pilotes sont en train de mettre leur voiture en place sur la grille de départ. Toutes nos équipes également sont très très présentes ici, ce qui nous promet un tout grand spectacle pendant 24 heures. Le public ne s'y est pas trompé. Il est présent ici en nombre. On attend plus de 50 000 spectateurs pour ce samedi déjà, et puis qui bien entendu vont rester ici tout le week-end. Julien Modave est allé les rencontrer. Depuis 9h ce matin, c'est plutôt ce type de voiture qu'attendent les organisateurs. Pour ce week-end, on prévoit près de 50 000 spectateurs, tous très motivés car ils remplissent déjà les parkings alors que le départ n'est donné que dans 7 heures exactement. Très beaucoup de monde, oui. Ça vient par coup de feu, vous voyez. Au même moment dans les stands, tout est calme. Voiture à l'arrêt, c'est une attente constructive. 11h, cette fois la foule est là, les allées rétrécissent, les voitures aussi. Ici, les amateurs se passionnent et les passionnés se réservent pour cette McLaren Mercedes comptée 425 000 €. Une Porsche, j'aimerais bien, ouais. Un petit rêve. Ici, d'abord, on ne vend rien, donc on expose du rêve. Et ça permet aux gens d'approcher les voitures, de pratiquement les toucher. Il faut voir l'attrait, tout le monde fait des photos, photographies, donc c'est de la preuve que ce produit fait rêver un maximum de gens présents ici. 13h. Pour eux, c'est l'heure des tests, des derniers réglages. La tension monte au fur et à mesure que le chronomètre descend. Le meilleur temps pour sortir, c'est 33 secondes. Mais on n'a pas besoin de que ce soit si court, car pour ravitailler, on a besoin d'au moins 38 secondes. 15h, parade. Les pilotes sont en piste avec eux, les spectateurs. C'est le dernier show avant les grandes chaleurs. Ça nous promet un tout bon week-end, un week-end très très chaud autour de la piste et sur la piste. D'ailleurs, ça a commencé très fort depuis jeudi avec les essais qualifs. Vincent Franzen, le dictionnaire des compétitions de grand tourisme avec moi. Merci d'être là, Vincent. Alors, je disais donc les essais très chauds. Très chaud, effectivement, on s'attendait à une lutte terrible entre les Salines et les Ferrari, avec un petit avantage, Didier, cependant, pour les Salines, du moins on le croyait, depuis le début de l'année, elles ont multiplié les pôles positions, et puis lors des qualifs, eh bien pas du tout, c'est la Ferrari numéro 2, la voiture pilotée par Fabrizio Golin qui a décroché la pole position, devant la Saline de Uwe Alzen, Michael Bartels et Eric Van de Poel, on en reparlera bien sûr lors de ces 24 heures, et puis derrière des Ferrari, encore des Ferrari, et une voiture du Belcar, la fameuse Chevrolet Corvette C5R, la voiture pilotée par Marc Gossens et Anthony Kumpen, à tenir à l'œil, même si ce n'est pas une voiture qui dispute traditionnellement le championnat FIA GT. Et puis on continue cette grille de départ avec la Saline numéro 7, c'est ça ? Effectivement, la Saline numéro 7 du Graham Nash Motorsport, pas vraiment une voiture qui part avec une cote de favorite dans cette course, un équipage assez disparate et un certain pilote russe qui s'appelle Zlobin, qui a tendance à tout casser en 2 temps 3 mouvements, on aura l'occasion de s'en rendre compte, du moins je n'espère pas pour lui. D'autres Ferrari derrière, notamment la JMB de Bert Longin, de Pierre-Yves Cortals, encore des pilotes belges associés à l'ex-pilote de Formule 1 Karl Wendlinger, l'Autrichien, et puis on a la première des Lister Storm qui apparaît également, les Lister Storm qui prennent de l'âge au fil des années, ces voitures deviennent obsolètes au même titre que les Chrysler Viper, et bonne surprise avec ces Chrysler Viper puisqu'on a enfin la constitution, ça a été tardif, la constitution d'un équipage 100% belge. On avait Stéphane Lemray, on avait Loïc Deman, on avait Fanny Duchâteau et Marc Duet est venu s'ajouter en dernière minute. Ça c'est du tout bon, avec une bagnole on espère, on croise les doigts qu'elle sera fiable. Et puis bien sûr, mon cher Didier, outre les Chrysler Viper, il y a ces fameuses BMW M3 GTR dont on a beaucoup parlé. Ces voitures seront-elles capables de briser l'hégémonie des voitures qui normalement remportent en chaîne les victoires dans ce championnat FIA GT? C'est la toute grosse question de ces Proximus 24 heures de Spa. Bien donc on va voir tout ça. En tout cas, il fait très très chaud ici, ce qui est un élément important tant pour les mécaniques que pour les pilotes. Je peux vous dire que dans des conditions comme ça, c'est difficile de garder tout son relais en forme. Il faut être attentif. Et à l'intérieur de ces cockpits, il fait 60-70 degrés. Les pilotes sont bien entendu très préparés pour la majorité, mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est une course assez ouverte, on l'a dit, à de nombreux pilotes. Donc on s'attend à voir des événements, et je peux vous dire que tous les soignants dans les équipes sont prêts à intervenir si jamais un pilote devait s'arrêter plus tôt que prévu.
Effectivement, et puis avec cette météo que l'on annonce absolument belle ici sur Francorchamps, ça va nous faire une édition assez différente de celle de l'année dernière. On se souvient que la pluie avait été omniprésente. On espère sincèrement pour cette année qu'il n'y aura pas de pluie ici à Francorchamps. Mais s'il n'y a pas de pluie, c'est bien pour le public, les spectateurs, c'est bien pour l'animation, le show, etc. Par contre, c'est un peu moins bien pour les pilotes qui vont avoir très chaud, avec notamment pas mal de voitures dont le moteur est placé juste devant le pilote. Vincent, je vous le disais, nos équipes sont prêtes, sont présentes partout. Et Pierre-Laurent Fassin dans la pit lane, je crois, avec l'organisateur Stéphane Rattel. Pierre-Laurent. Sur la grille de départ, devant la grille de départ, en effet, avec Stéphane Rattel, le grand Manitou de ce FIAGT, celui qui a quand même redonné un coup de pouce à ces 24 heures de Francorchamps. C'est la 4e fois que vous êtes ici à Francorchamps. Dans quel état d'esprit vous êtes à 20 minutes du départ? J'ai quand même une satisfaction parce qu'on avait, avec Race, qui est l'organisateur de l'épreuve, on avait fait un pari il y a maintenant 4 ans de faire revivre les 24 heures de Spa avec le GT. Je pense qu'on y est arrivé. Cette édition est la plus belle de l'RGT. On a une grille très compétitive avec beaucoup de très belles voitures, beaucoup de très bons pilotes, 43 voitures au départ, donc c'est quand même pas mal. Et surtout, ce que j'aime dans le sport automobile, l'incertitude. Très malin qui sait qui va gagner. On a vraiment des Ferrari qui peuvent gagner, des BMW qui sont super performantes, des salines très rapides qui, si elles tiennent, peuvent être de très sérieux concurrents à la victoire. Et s'il se met à pleuvoir ce soir, il ne faut pas oublier Porsche qui a gagné l'année dernière. Donc 4 marques différentes. Et la Corvette qui est très bien placée au départ, peut-être un peu en deçà au niveau de l'équipage, mais je pense qu'on a en tout cas 4 marques qui peuvent gagner. J'ai dénombré une dizaine de voitures différentes, donc ça doit forcément offrir une magnifique épreuve. Vu votre position, c'est difficile de faire un pronostic, mais vous avez petite préférence, vous aimeriez qu'il y ait une marque particulière qui gagne, BMW qui dit on vient ici pour gagner, on a gagné au Nürburgring, on peut gagner ici. Écoutez, Ferrari n'a pas regagné cette année le 40e anniversaire du renouveau des 24 heures de Spa. Il n'y a jamais eu de victoire avec Ferrari, donc je pense que pour l'épreuve, sa renommée internationale, je pense qu'une victoire de Ferrari serait quelque chose de fantastique, mais il va vraiment pas falloir qu'il fasse d'erreur. Dans le principe, ils ont les voitures pratiquement les plus rapides. Il y a 2 voitures très bien conduites, mais il ne faut pas qu'ils fassent la moindre erreur. Parce que s'ils sont ralentis au stand, s'ils ont des problèmes mécaniques, s'ils font une sortie de route un peu qui leur fait perdre un peu de temps, Charlie Lam et le team Schnitzer BMW Motorsport sera là. Et à ce moment-là, eux, à mon avis, ne vont pas faire d'erreur. Merci beaucoup Stéphane Rattel, on vous souhaite de bonnes 24 heures que nous vivrons évidemment aussi de la pit lane et de la grille de départ jusqu'à 16h. Mais oui, comme le dit Stéphane Rattel, les BMW, je peux vous dire que j'ai eu la chance d'essayer la BMW numéro 143 pendant quelques tours lors des essais du test officiel de ces 24 heures de Francorchamps. Et c'est du sport, la voiture a énormément de potentiel, regardez. On est parti pour un tour de ce circuit de Francorchamps avec la BMW V8 4 litres descente sur le raidillon. On met la 5e pour le raidillon, on attaque petit freinage et on est parti. C'est très important ici évidemment puisque ça va déterminer toute la vitesse dans cette longue ligne droite qui mène jusqu'au combe. 5e, 6e. Il n'y en a plus qu'à se préparer pour le freinage des courbes. On va se passer en 3e. Gros freinage ici pour les courbes, 4e, 3e. Et à l'attaque un petit peu la bordure pour être bien placé quand c'est pif, paf et pif de nouveau qui nous mène sur le virage de Bruxelles. Gros freinage à nouveau. Ici on place la 2e pour ce petit virage de Bruxelles, cette BMW qui tient très bien la route dans ces petits virages. Et on descend vers le double gauche. Ça c'est pas vraiment un petit virage très rapide du double gauche. Et c'est à partir d'ici qu'il faut de nouveau accélérer très fort pour ressortir très vite de ce virage qui est très important si on veut réaliser un bon temps. 5e, 4e, 3e. Le nouveau pif et paf. On va vers le petit 3 du karting en 3e. Virage qui peut passer en second trou en 3e. Et le raccordement. Pareil, très important pour avoir une bonne vitesse en haut à Blanchimont. 5e. Virage qui passe à fond ici.
deuxième dans Blanchimont. Et c'est là qu'on attaque la nouvelle chicane de l'arrêt du bus qui a complètement changé. Et en deuxième, longue chicane et puis c'est reparti. Devant les stands. Quatrième, avant la source. Et première pour la source. C'est du sport, je peux vous le dire, il faudra tenir comme ça pendant 24 heures. Vincent, c'est BMW qui sont ici au départ grâce à une petite entourloupe, enfin non, une petite facilité, disons, du règlement. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de cette course de 24 heures qui est très ouverte. Et BMW en a profité. Voilà, il faut savoir que dans le règlement du championnat FIA GT, eh bien, il n'y a absolument pas de BMW M3 GTR traditionnellement. Ces voitures concourent en American Le Mans Series. Elles ont concouru pendant plusieurs années là-bas. Alors comment faire pour amener les BMW aux 24 heures? Eh bien, vous savez qu'il existe plusieurs catégories aux 24 heures. Les voitures du championnat FIA GT, mais également les voitures de compétition nationale telles que le Belcar. Et en début d'année, on a appris que BMW Motorsport avait tout simplement l'intention d'inscrire ces M3 V8 GTR dans 2 ou 3 courses du championnat Belcar, le championnat de Belgique d'endurance, qui est quand même assez prestigieux pour nous. Et effectivement, ils sont venus à Francorchamps, ils ont disputé la manche du Nürburgring en Allemagne, et de ce fait, quelque part, ils étaient qualifiés ils avaient le droit de venir au Proximus 24 heures de Spa. Ils ne sont pas dans la même catégorie, mais ils sont quand même à surveiller. Mais on avait quand même un petit peu peur du côté des organisateurs que cette voiture soit trop bonne, donc on leur a mis un petit handicap qu'ils n'avaient pas en Belcar au niveau de l'antipatinage. Effectivement, on a beaucoup chicané avec toutes les aides électroniques au pilotage pour les pilotes, on enlève, on remet, etc. Je pense que la donnée essentielle, c'est que ces BMW M3 V8 GTR développent une puissance de 500 chevaux avec leur moteur de 4 litres de cylindrée. C'est un V8 de 4 litres, 4000 cm3, c'est énorme. Et les bolides Ferrari 575, 550 Maranello, les Salines S7R du championnat FIA GT développent quant à eux, eh bien 700, 650, 680 chevaux pour certains. Donc les BMW sont moins puissantes, c'est certain, mais les pilotes, c'est la Dream Team en permanence au volant de ces BMW, et donc ça veut dire qu'ils vont garder un tempo très 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 important du début à la fin, et c'est pour ça qu'on en fait quelque part certaines favorites des Proximus 24 heures de Spa. Des pilotes très affûtés qui courent toute la saison en ETCC, qui ont couru d'ailleurs avant le départ de ces 24 heures en ETCC, et là évidemment c'est un rythme effréné, c'est portière contre portière. J'espère quand même qu'ils ne vont pas tenir. Enfin bon, moi je suis quand même assez bien placé pour en parler. Je crains que les pilotes BMW continuent sur le même rythme, c'est en eux, ils ont ça dans le sang, donc c'est ça que quand on dit que c'est très chaud depuis les essais, on parle surtout de ces pilotes BMW. Bien sûr, et il faut signaler que sur les 2 BMW au départ, eh bien, on va retrouver justement tous les pilotes, les 2 seuls pilotes qui n'ont pas disputé les manches du championnat de voitures de tourisme juste avant le départ de ces Proximus 24 heures de Spa, à savoir l'ex-pilote de Formule 1 Pedro Lamy et un autre ex-pilote de Formule 1 allemand, c'était dans les années 70, il s'appelle Hans Stuck, et dernièrement le monsieur a remporté les 24 heures du Nürburgring cette année avec cette BMW M3 V8 GTR. C'est un sérieux avertissement pour le reste du plateau en tout cas. Alors les organisateurs ont décidé par respect pour la mémoire des victimes de Guy Languien de procéder à une minute de silence. Donc une minute de silence que nous allons nous aussi bien entendu respecter. Et je pense que c'est, bon, j'ai pas un chrono exact à la seconde près ici, mais c'est pour bientôt. Donc bien entendu Vincent, nous respecterons nous aussi cette minute de silence. Ouais, c'est la fête ici à Francorchamps, mais cela dit, ça n'efface pas le reste de l'actualité, bien évidemment. Et c'est vrai que dans cet incident de Guy Languien, cette catastrophe plutôt, eh bien, il y a notamment eu des représentants des forces de l'ordre, des pompiers et tout. Et ces personnes, elles travaillent, et vous en savez quelque chose, Didier, elles travaillent sur les circuits. Sans elles, naturellement, pas de sport automobile. Et c'est la moindre des choses, je pense, que cette décision prise par les organisateurs des Proximus 24 heures de Spa, que de respecter une minute de silence normalement d'ici 5 grosses minutes. Et les pompiers qui remontent d'ailleurs la pit lane juste pour se rassembler avec les pilotes de ce départ pour les 24 heures et comme ça se mettre tous ensemble pour respecter cette minute de silence. Voilà, devant, on va continuer à parler de la course. Il y a Marc Duet, comment ça se passe pour lui?
Marc Duhet, en fait, théoriquement, au fil des jours, on s'était dit, on commençait à s'habituer à l'idée que Marc Duhet ne sera pas là. Alors c'est un peu la catastrophe pour les Proximus 24 heures de Spa, ne pas avoir Marc Duhet, qui est quand même un ancien vainqueur de l'épreuve, qui est une figure emblématique des Ardennes, du circuit de Francorchamps, etc. Ne pas l'avoir, ça aurait été une catastrophe. Finalement, il est là. On a trouvé des solutions, différents sponsors, différentes parties prenantes dans ces 24 heures ont trouvé une solution. Et finalement, Marc Duhet va retrouver cette Chrysler Viper GTSR qui lui a bien réussi, puisqu'elle lui a permis de s'imposer ici aux 24 heures de Spa. Et un team, certes, qui n'est pas un team Oreca ou un team officiel Chrysler, mais qui est une formation privée qui s'appelle le Zwans Racing. Et la particularité pour Marc Duhet, c'est qu'il va pouvoir piloter avec 3 autres pilotes belges, à savoir Stéphane Lemray, le pilote journaliste bien connu, à savoir Loïc Deman, qui roule en Formule 3000 actuellement, et puis une certaine Fanny Duchâteau, qui est incontestablement la demoiselle la plus rapide de Belgique. Elle roule dans le championnat d'Angleterre de grand tourisme pendant l'année avec une Nobel de 350 chevaux. Ici, elle a découvert une Chrysler Viper GTSR de 650 chevaux, un autre monde. Tout cela, ce sont les équipiers de Marc Duhet et on espère que ça va bien se passer pour eux. Eh bien, justement, nous avons Pierre-Laurent Fassin dans la pit lane avec le grand Marc. Pierre-Laurent. Et voilà, l'habitué, le régional de l'étape, celui qu'on a failli ne pas voir, mais finalement il est là et il va prendre le départ. J'imagine que ça doit bouillir à l'intérieur. Non, j'ai un nouveau cœur et tout va bien. Alors cette voiture, vous connaissez les Vipers, vous avez gagné avec une Viper ici. Elle est meilleure, elle est moins bien? C'est une bonne Viper. Voilà, la minute de silence a lieu en ce moment sur la grille de départ. Nous allons évidemment la respecter. Très émouvant, évidemment, mais place à la course, à cette 56e édition des 24 heures de Francorchamps. Les pilotes donc maintenant vont s'installer au volant de leur voiture. C'est un moment doublement, triplement, voire plus stressant et impressionnant pour les pilotes, surtout après cette minute de silence. Déjà, on est très isolé. Alors là, c'est sûr que maintenant, les pilotes vont essayer de se concentrer, de tout donner, de ne pas commettre l'irréparable dans ces premiers tours, parce que c'est ça, on sait qu'on est parti pour 24 heures, on voudrait bien en tout cas être parti pour 24 heures. Les voitures ont été complètement démontées cette nuit, il y a eu un warm-up, pour certains ça s'est bien passé, pour d'autres pas tellement, et puis on peut évidemment tout casser comme ça en un départ, se faire accrocher, ça arrive très très facilement, un accrochage au pied du raidillon, on a déjà vu ça, ou alors une voiture sur laquelle on a mal remonté un tuyau ou quelque chose, et puis ça commence mal. En tout cas, on espère que ça se passera très très bien pour tout le monde. On se rappellera, Didier, l'année dernière, en fait, l'accident même de Mike Ezemans, après quelques petits tours dans ces 24 heures de Francorchamps. Il avait planté la Viper au sommet du raidillon, dans le mur de pneus. Lui était intact, la voiture beaucoup moins, et forcément c'est tout ce qu'il faut éviter au départ de ces Proximus 24 heures de Spa. C'est une course de très longue haleine, bien sûr. Je pense qu'on aura quand même du spectacle, beaucoup de spectacle même au départ, dans la mesure où entre les pilotes des Salines et les pilotes des Ferrari, eh bien on voudra certainement se bousculer pour se montrer devant les caméras de la télévision, il y a des sponsors sur les voitures forcément, donc ça c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir, donc on peut s'attendre à un maximum de spectacle. Il y a une grosse lutte entre les Ferrari 1 et 2 et la Saline numéro 5, celle d'Eric Van de Poel, qui sera pilotée par Uwe Halsen, le pilote allemand, donc au départ de cette épreuve. Évacuation de la piste maintenant, donc le départ dans 10 minutes à peu près. Mais avant le départ, évidemment, on va mettre les moteurs en marche. Les voitures vont s'élancer pour leur tour de mise en place sur la grille. Vincent Franzen, un départ lancé. Un départ lancé tout à fait en 24 heures. On imagine très mal un départ arrêté, dans la mesure où certaines voitures risqueraient de rester bloquées sur la grille de départ. Là, ce serait le carambolage. On risquerait d'en perdre 10 d'un coup. Ça, il faut absolument pas, bien sûr. Donc, ce sera un départ, tout ce qu'il y a de plus lancé, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de spectacle, loin de là. Vous savez que c'est le pilote qui a signé la pole, en l'occurrence ici Fabrizio Golin, le pilote italien, qui donnera l'intonation, mais qui attendra néanmoins le feu vert de la direction de course pour donner l'intonation, pour donner l'élan. Et à partir de là, quelque part,
c'est lui qui essaiera de virer en tête au niveau du raidillon. Ça va pas être évident parce qu'à côté de lui, je sens que l'Allemand Uwe Alzen va nous préparer un petit quelque chose pour le départ. C'est donc Uwe Alzen qui prend le départ dans la voiture d'Eric Van de Poel. C'est Uwe Alzen qui a réalisé ce second temps sur la grille également. Donc c'est pour ça qu'il prend le départ. Évidemment, on essaye de mettre au départ les pilotes qui ont fait le meilleur temps parce que ça va partir sur les chapeaux de roue. Liliane Briner est avec Pierre-Laurent Fassin. Elle ne prend pas le départ, mais elle est inquiète, je suis sûr. Inquiète, stressée aussi pour ce départ très très important, même si la pole position dans une course de 24 heures c'est pas primordial, mais c'est quand même important et on est stressé avant de prendre le départ. Oui, sûrement on est stressé parce que c'est toujours dangereux le départ, la course est longue, alors on doit faire attention, vraiment attention à être prudent. Ça va être vraiment la prudence pendant les 2-3 premières heures de course avant peut-être d'attaquer un peu plus. Oui, on va essayer pas d'attaquer trop fort au début de la course. Et si on doit le faire après, c'est une autre chose. Merci beaucoup et bonne course et on espère que cette Ferrari très présente depuis le début du week-end spadois le soit encore demain, ce qui n'est pas arrivé souvent ici à Francorchamps. Et c'est Fabricio Golin qui s'élancera de la pole position, le coéquipier donc de Liliane Briner, qui pourrait bien être la première femme à remporter les 24 heures de Francorchamps. Je crois que c'est pas encore arrivé, Vincent. Mais il ne me semble pas, non. Je vous avoue qu'on n'a pas tout à fait révisé juste avant de revenir ici toutes les statistiques. Mais c'est sûr que pour Liliane Briner, ce serait sympa parce que c'est une pilote qui est dans ce milieu du grand tourisme depuis pas mal d'années maintenant et elle mérite une grande victoire. C'est quelque part le ou la pilote type pour une épreuve de 24 heures. Elle est vite, mais pas trop vite et elle ne détruit pas la voiture, ça c'est une très très bonne chose. Puis c'est quand même une pilote de grande expérience, ça fait longtemps qu'elle est sur les circuits, elle a couru en sport prototype, donc ces voitures ouvertes, d'ailleurs c'était Ferrari aussi, les Ferrari 333 SP, et ça je peux vous dire que ça va très très vite pour une femme, c'est pas évident, c'est physique, et elle est toujours là, et elle roule évidemment de mieux en mieux, elle a gagné quand même sa catégorie l'an dernier si je me trompe. Ouais, ils étaient deuxième du classement général, derrière cette fameuse Porsche qui avait créé la surprise l'année dernière. Liliane était donc sur le podium final. Elle ne sera pas la seule d'un mot départ. Il y aura Fanny Duchâteau, il y aura Sylvie Delcourt, il y aura Eddie Gay, une quinquagénaire bon teint. Pas très vite celle-là, mais enfin bon, elle est quand même sur la grille de départ. Et il y aura Lisa Lidé également. Je pense qu'elles sont 5 ou 6 cette année. C'est pas mal. Quelque part, c'est un record. Il y en a au départ, bon c'est pas évidemment on a une liste de qui prend le départ, chez les filles on n'a pas vraiment, je crois qu'elles ne prennent pas le départ, Vanina X non plus, chez les Belges au départ à part Marc Duet. À part Marc Duet, eh bien, on peut s'attendre à peut-être de bonnes performances, en tout cas à mettre à l'actif de Duet, ça c'est certain. Renaud Cupens sur l'une des gilets Vertigo, Yves Lambert sur l'autre gilet Vertigo, celle aux couleurs de Gordon. On s'attendait à un départ de Bas Leinders avec l'une des gilets Vertigo, mais finalement Bas a décidé de décliner l'invitation, laissant les pilotes habituels de cette gilet Vertigo, à savoir Renaud Cupens et Sébastien Hugeux, se retrouver au départ. Donc voilà, peut-être pas énormément de Belges sur la ligne de départ là maintenant pour le départ de cette épreuve. Mais vous savez que les pilotes belges sont généralement très bons, très rapides, on leur fait confiance, donc c'est plutôt sur la durée qu'on va les retrouver. Ce qui nous permettra peut-être d'avoir la visite d'un ou l'autre pilote belge juste après le départ. C'est sûr que pour l'instant, ils sont en train de regarder leurs coéquipiers, ils croisent les doigts, ils espèrent que tout va bien se passer ici pour le départ. Les moteurs sont en marche, les voitures vont donc bientôt s'élancer pour ce tour de mise en place, ou un tour qui se passe, voilà, drapeau vert, c'est parti, un tour qui va se passer très très doucement parce que les pilotes devant sur la grille de départ ne veulent pas distancer les autres voitures qui sont plus loin. À San Francisco, 41 voitures au départ. 41 voitures au départ, 43 présentes lors des essais libres. On a notamment perdu une Ferrari 360 Modena, la voiture de la formation Sirtec, qui était pilotée par Karim Auger, le frère aîné de Mansour Auger, que vous connaissez certainement si vous êtes des passionnés de Formule 1. Monsieur Taguer notamment, celui qui a notamment hissé l'écurie McLaren à un très haut niveau. Eh bien, il est sorti de la route lui dans le raidillon durant les essais. Il a tout cassé sur la Ferrari. Et malheureusement, l'écurie Sirtec n'a pas pu remonter cette voiture. Il y a eu des problèmes pour d'autres voitures Didier également, notamment la Chrysler Viper GTSR du Zwans Racing, la numéro 9. Et c'est un des patrons du team, Van der Zwan, qui est sorti de la route. On a pu la réparer. Là, on est dans la saline numéro 5. La voiture justement à surveiller, celle de Uwe Alzen. Elle a déjà remporté 2 épreuves cette année, cette saline, dans le championnat FIA GT, contre 3 courses pour les Ferrari 550 Maranello rouge et blanche, les voitures de la Scuderia Italia, et puis une victoire également pour les nouvelles 575. Quelle belle image de ces voitures, donc dans la ligne droite qui les mène jusqu'au comble. Les pilotes sont en train de chauffer leurs pneus dans les lignes droites. Et puis dans les virages, ils
Ils les font souffrir un petit peu pour faire bouger la gomme, pour faire chauffer cette gomme. Évidemment, ces pneus slick ont besoin d'être mis à température pour avoir une efficacité maximale, ce qui ne sera pas le cas dans les premiers tours. C'est aussi pour ça que dans les premiers tours, ils ont peur. Attention, cette Viper, Vincent. Oui, c'est celle dont on venait de parler justement, qu'ils avaient réussi à réparer pour le départ. Et bien apparemment, ça n'a même pas démarré. L'équipage Van der Zwan, Hillebrand, la voiture n'a pas démarré tout simplement. On essaie de la pousser. Là, soit ça passe et ça redémarre, soit ça casse. Et dans ce cas-là, on la met sur le côté et ils feront de la mécanique au pied du raidillon. Ça n'a pas l'air de fort bien démarrer. En tout cas, je crains pour eux qu'ils doivent se ranger dans le bas de la ligne droite devant les stands. Et devant, voilà une des BMW, oui, effectivement, la Viper qui s'est rangée. On va la pousser en marche arrière jusqu'au stand. Ils pourront réparer, repartir. On espère en tout cas qu'ils pourront repartir et réparer cette voiture. On a eu un peu peur parce que la voiture de Marc Duet, c'est la numéro 10, c'est exactement les mêmes couleurs et le même team. Donc chaque fois qu'il arrive des problèmes, autant que ce soit sur la 9, la 10, on aimerait bien la garder encore un petit peu. Voilà les pilotes qui arrivent dans ce long gauche. Et comme on le disait, ça va pas bien vite. On pense surtout à chauffer les pneus. On peut signaler, Didier, qu'on a totalement réasphalté ce circuit de Spa-Francorchamps pour les 24 heures de Spa. Ce qui veut dire que les virages passent plus vite maintenant dans la mesure où il y a davantage de grippe qu'auparavant. Et puis il y a ce fameux dessin, on le verra lorsque les voitures arriveront à la chicane bus-stop, ce fameux nouveau dessin qui fait que tout mis l'un dans l'autre, eh bien, les temps sont approximativement les mêmes qu'auparavant. Mais c'est vrai que ce nouvel asphalte est assez adhérent, semble-t-il. Oui, finalement, les mêmes temps pour les voitures malgré un nouvel asphalte et un virage différent. Donc l'un dans l'autre, disons que ça garde les mêmes temps autour. On va le voir, oui, ce nouveau virage du bus-stop. C'est vrai que c'était vraiment un bus-stop. C'était les voitures tournaient sur la gauche comme si elles devaient s'arrêter pour emmener des passagers. Et bien maintenant c'est un vrai virage, c'est très beau d'ailleurs, un très beau virage qui ne change pas grand chose pour le temps autour, mais qui apporte quand même beaucoup au niveau des yeux, de la vue du spectacle. Effectivement, certains pilotes regrettent quand même l'ancienne version en disant qu'ils ont perdu un point où ils pouvaient éventuellement placer une attaque, qu'ils pouvaient dépasser. C'est vrai que cette nouvelle version de la chicane bus-stop est bien, mais c'est difficile. Il faut vraiment passer en force et bousculer son adversaire pour prendre l'avantage. Et c'est vrai que dans une épreuve de 24 heures, une épreuve d'endurance, on évite généralement d'aller bousculer son petit copain. Ça permettra peut-être dans le futur de revoir des motos un jour sur le circuit de Francorchamps en tout cas, parce que c'est vrai que c'est à ce niveau-là qu'il y avait pas mal de problèmes pour les deux roues. Mais ici, ils en ont 4, ils se rapprochent tout doucement de cet ancien arrêt du bus. Voilà, ça c'est le virage de Blanchimont, un virage mythique ici à Francorchamps, avec après le raidillon évidemment, un virage qui passe à fond ou presque à fond avec n'importe quel type de voiture, que ce soit une Fun Cup ou que ce soit une Formule 1 ou que ce soit ces voitures-là, c'est toujours presque à fond. C'est en fonction de ce virage-là et du raidillon qu'il faut régler sa voiture justement. Il faut que ça passe vraiment avec des pneus qualif, et quand on y met vraiment tout son cœur, il faut que ça puisse passer à fond. Ce qui fait que, évidemment, pendant le reste de la course, ça ne passe pas tout à fait à fond. Mais c'est à ce moment-là qu'on a une voiture bien équilibrée sur le circuit de Francorchamps. Ça, c'est un petit truc. Un petit truc, effectivement. Et ça n'a pas passé à fond ce matin pour un des pilotes de Formule Renault V6, Andrea Bellicchi, qui est allé s'écraser contre le mur. Heureusement, il n'est pas trop gravement blessé, mais quand même faire attention, c'est pas systématique. Voilà les voitures qui vont se diriger maintenant vers le virage de la Source. Elles sont en rang 2 par 2 là-bas, avec la Saline et la Ferrari en première ligne. Et on va attendre, Didier, ce fameux feu d'artifice pour voir qui de Uwe Alzen ou de Fabrizio Golin va se présenter en tête au niveau du raidillon. Elles sont rangées maintenant sur les ordres du starter. Oui, puisque là on a vu une grille de départ, mais c'est pas la grille de départ des 24 heures, puisque traditionnellement la grille de départ des 24 heures se fait dans la descente. Ici c'est la grille de départ de la Formule 1, parce que pour des voitures qui partent arrêtées, ce n'était pas possible de donner un départ dans une descente. C'est pour ça qu'ici, eh bien, ça ne part pas arrêté, ça part lancé. Voilà les voitures qui se placent tout doucement sur cette ligne de départ. La safety car qui se range sur la droite. À partir de maintenant, les voitures doivent respecter une vitesse maximale de 60 km/h jusqu'à ce que le feu soit vert. Pour l'instant, il est rouge. Ils ont tous les yeux rivés sur ce feu. Et s'ils respectent bien cette grille de départ, eh bien, il va devenir vert. Ça a l'air très bon. Je pense que le départ va être donné dans quelques petites secondes. 2, 3. Attention, ils se rapprochent de la ligne. Ils sont tous
prêt et c'est parti, le feu est vert, c'est parti pour 24 heures avec un excellent départ de la Ferrari en pole position, juste devant la Saline des coéquipiers de Eric Van de Poel, deuxième. Voilà, effectivement, Fabrizio Golin qui prend directement la tête de la course ici avec Uwe Halsen logé dans son sillage immédiat. Et c'est Matteo Bobbi sur l'autre Ferrari que l'on voit déjà essayer de zigzaguer pour prendre l'avantage ici. Attaque de Uwe Halsen au niveau des combats. Et la Saline numéro 5 comme prévu, Didier, qui passe devant. C'est sûr qu'Uwe Halsen n'allait pas attendre bien longtemps avant d'imposer cette Saline, double vainqueur déjà en double lauréate en FIA GT cette année. Voilà, la Saline est devant les Ferrari. La course est bien lancée maintenant. C'est un peu le scénario que l'on attendait, sauf qu'on s'attendait à une pole position tout simplement de cette Saline. Elle n'a pas eu lieu, mais Uwe Halsen a déjà pris sa revanche. Et les Ferrari 550 et 575 Maranello n'ont plus qu'à essayer de suivre le rythme maintenant, sans tomber, Didier, dans le piège de la course-poursuite en début de course, parce qu'on est quand même parti pour 2 tours d'horloge, mine de rien. J'ai parlé ce matin avec Chris, l'ingénieur de cette Saline numéro 5, justement, qu'on voit ici passer la Ferrari dans la ligne droite. Il s'est mis à la hauteur, il n'était pas plus rapide, mais il a pu se décaler, le prendre au freinage. Et de toute façon, la Ferrari savait qu'il était sous la menace de cette Saline. Et bien, ça s'est produit. Et donc, l'ingénieur Chris de cette Saline m'a confié qu'ils allaient tout donner dans les premières heures de course, en espérant évidemment que ça tienne le plus longtemps possible, ce qui malheureusement n'est pas sûr, mais enfin ne sait-on jamais. Donc ce devrait d'ailleurs être les premières voitures à ravitailler tout à l'heure dans 50 minutes à peu près, puisque pour ceux qui se donnent à fond en début de course, c'est à peu près dans 50 minutes qu'ils peuvent tenir avec un plein d'essence, alors qu'entre Ferrari, on ne se fait pas de politesse ici pour la deuxième place, Vincent. Oui, Matteo Bobbi qui vient d'en prendre l'avantage par rapport à Fabrizio Golin, et Fabrizio Golin qui refuse tout simplement le combat. Il n'est pas parti pour faire une manche de sprint du championnat ETCC, ça c'était juste avant. Maintenant c'est parti pour 24 heures et on peut remarquer que le combat Ferrari-Saline est vraiment déjà à son paroxysme, puisqu'en 4e position on a une des voitures du Remalok Racing, Remalok Limited, une Saline S7R également. Elle est pilotée par un Brésilien aux dents très longues, il s'appelle Thomas Cerdos. Je vous conseille de le suivre celui-là parce qu'il devrait s'attaquer assez rapidement également au Ferrari. Et il est juste là, juste derrière les deux Ferrari, en 4e position, alors que la Saline de tête a déjà fait un petit trou devant. Et on regarde les temps autour de 426 pour la Saline de tête. C'est très très vite pour un début de course. On revoit ce départ parfait. Il ne pouvait pas dépasser la Ferrari avant la ligne de départ, ce qu'il a respecté heureusement. Donc bonne procédure de départ ici. Et c'est après il a pris le raidillon sans doute à fond quand on s'élance de la ligne de départ. Il a bien pris l'aspiration de la Ferrari de tête et puis il a lancé son attaque juste avant le freinage. C'est typique, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que c'est écrit dans les livres. Et il a bien respecté ça sans problème. La Ferrari n'a pas trop fermé la porte. Il ne fallait surtout rien risquer ici à ce premier tour des 24 heures. Évidemment, c'est pas dans le premier tour qu'on gagne la course, surtout pas une course de 24 heures. Donc 426 pour la Saline et 2 secondes 886 d'avance sur la Ferrari numéro 1 en 2e position. Et puis juste derrière, Ferrari. Et puis Saline, Ferrari, Corvette, Ferrari, Lister Storm, Chrysler Viper. Donc c'est un petit peu le petit poussé ici devant les Ferrari. Effectivement, et les fameuses BMW M3 V8 GTR ont pris un départ prudent, on s'y attendait. Elles sont pour l'instant pointées aux 11e et 12e places avec donc Hans Stuck et Pedro Lamy au volant de ces Bavaroises, mais ce n'est certainement pas en début de course qu'on les attend, ça c'est certain. Départ prudent également des Ferrari 575 Maranello de la formation GPC, les voitures numéro 11 et 13 qui sont au 5e et 7e rang pour l'instant. Et ce ne sont pas les pilotes belges, Vincent Voss, Fred Boubi, Didier de Fourny qui sont au volant de ces voitures, mais bien Fabio Babini en ce qui concerne la numéro 11 et l'ex-pilote de Formule 1 Emmanuel Naspetti en ce qui concerne la numéro 13. Et entre ces deux voitures on pourrait être la fameuse Chevrolet Corvette C5R, la voiture de Marc Gossens que Marc partage avec Anthony Kumpen notamment, et également 2 pilotes français à savoir Yvan Lebon et Eric Kierol. Cette voiture qui vient un peu jouer les intruses en ce qui concerne le championnat FIA GT, et ça c'est une excellente surprise. C'est vrai qu'elle a le potentiel cette voiture, et c'est vrai qu'à partir de l'année prochaine on pourrait voir davantage de Chevrolet Corvette C5R, voire des nouveaux modèles à savoir la C6R dans cette compétition. Nouveau passage des pilotes devant nous, confirmation Didier de la vélocité de la Saline de tête, puisque Uwe Halsen est une fois de plus le plus rapide en piste.
et les BMW M3 GTR déjà en 11e et 12e position. C'est une très très belle performance ici, même 9e maintenant pour la 142. 142, Vincent, piloté par Müller. Par Hanschtuck, effectivement. Et là, on a un tête à queue de la Porsche numéro 70 du Graham Nash Motorsport. Et c'est double tête à queue d'ailleurs. Double tête à queue. Il a essayé de repartir un petit peu trop vite. Il a accéléré sur l'herbe, évidemment. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Attention, ici, c'est la même chose. Ne pas faire un troisième. Il est reparti. Et c'est Steve Van Meningen qui est au volant de cette voiture. C'est un pilote belge du Belcar. Il roule habituellement avec une BMW M3 Silhouette dans notre compétition nationale d'endurance. Et pas de tête à queue, par contre. Heureusement pour la saline de tête, Uwe Alzen qui fait rugir le moteur Ford de V8 de 7 litres de cylindrée de cette fameuse saline, qui vous ne le savez peut-être pas, c'est vrai qu'on en voit pas tous les jours. On va au ralenti ici la Porsche, donc qui pour éviter la Porsche qui était devant lui, a coupé dans l'herbe. Une belle manœuvre quand même. Il a évité un strike et puis là il a été un petit peu optimiste sur l'herbe. Oui, un peu tôt sur la remise des gaz en tout cas, sur cette surface très glissante. Je vous disais que la saline, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une voiture d'origine américaine en fait qui a débarqué il y a 2 ans dans les compétitions européennes parce qu'elle s'adaptait bien à la réglementation FIA GT et plusieurs teams l'ont adoptée, et notamment le Conrad Motorsport qui engage 2 voitures ici, la 4 et la 5, et celle-ci c'est la 5, c'est celle d'Eric Van der Poel, Michael Bartels avec actuellement Uwe Alzen au volant. Alors donc on le disait, du moins j'essayais de le dire, en 9e position la BMW M3 GTR de Müller et Stuck. Et c'est Stuck qui est au volant pour l'instant. 9e position, c'est vrai, moi je dirais que c'est inattendu aussi tôt dans la course. Et l'autre BMW, celle dans laquelle se trouve également notre compatriote Kurt Molleken, en 11e position, des voitures qui tournent en 2.23, 2.24, c'est-à-dire quand même à 4 secondes je dirais des premiers, puisque la Ferrari a augmenté son rythme en 2e position, la Saline aussi, il est maintenant en 2.18.6. C'est à peu près les meilleurs temps qu'il va réaliser dans cette course, puisque pour l'instant il n'a aucun trafic, il peut se donner à fond, il n'y a personne pour le gêner, il a des pneus neufs, bon il a beaucoup d'essence c'est vrai, mais il a des pneus neufs, donc 2.18 ça va être un bon temps pour ce début de course. Derrière lui les Ferrari en 2.19, 2.19.4 pour la 1, 2.19.7 pour la 2, l'autre Saline 2.19 également, donc ça se bagarre devant. D'ailleurs maintenant ce tour-ci, voilà, la Saline a été un petit peu moins vite, elle commence à rencontrer déjà un petit peu de trafic, 2.19.4, ça va se stabiliser par là. Et puis derrière les Porsche aussi, juste derrière les BMW, les premières donc NGT, cette autre catégorie très importante, d'autant qu'elles l'ont emporté l'an dernier avec ces Porsche qui se trouvent maintenant en 12e, 13e et 14e position. Voilà, avec les voitures de la formation Freisinger Motorsport notamment, la numéro 99 est pilotée par un trio d'Allemands assez explosif, sont juste derrière les BMW M3 GTR avec ses Porsche, et ce trio d'Allemands c'est Sacha Massen, Lukas Lohr et Marc Lieb. Marc Lieb qui était l'un des 3 pilotes à avoir remporté l'épreuve l'année dernière, et juste derrière c'est un autre Allemand, c'est Timo Bernhard avec la numéro 77 qui est en 13e position, et on s'y attendait Didier également de voir les meilleures voitures de la catégorie NGT, en l'occurrence c'est Porsche Freisinger très proche en début de course des BMW M3 GTR, et ça devrait se confirmer, et on cherche également dans ce classement la numéro 50 en fait, la numéro 50 qui est la 3e Porsche de la formation Freisinger, et apparemment elle a connu un petit problème puisqu'elle se retrouve en 40e position pour l'instant sur notre classement. 40e position, c'est assez loin, c'est la voiture d'Emmanuel Collard, Romain Dumas et Stéphane Ortelli, le pilote monégasque. Alors Vincent, pour ne rien rater de cette course partie sur les chapeaux de roue, on va très vite faire une petite page de pub et puis on se retrouve juste après ici en direct sur Club RTL, la télévision des 24 heures de Francorchamps. À tout de suite. Voilà, de retour en direct à Francorchamps sur Club RTL pour cette course de 24 heures partie sur les chapeaux de roue. Toujours le rythme maximum adopté par les pilotes ici. On s'y attendait, hein, Vincent, on savait que ça allait partir très très fort. Oui, ça part très fort par rapport à la Saline en tout cas de tête. Uwe Alzen est en tête. Par contre, on remarque que les Ferrari 550 Maranello refusent de combat pour l'instant. Elles sont au 2e et 3e rang respectivement à 3 et 5 secondes. Mais par contre, elles ont décidé de ne pas aller
aller chatouiller la saline de tête qui fait son petit one-man show. Et juste derrière, on voit cette voiture du Remalok Racing avec Thomas Erdos au volant en 4e position. Et à la 5e place, c'est bien, il y a cette fameuse Chevrolet Corvette C5R de Marc Gossens, artificier de service bien connu ici à Francorchamps avec cette voiture. C'est vrai qu'elle est rageuse, qu'elle est spectaculaire cette Chevrolet Corvette. Et bon début de course de Marc Gossens qui sera relayé tout à l'heure par Anthony Kumpen. Cette Corvette se trouve quand même devant la plus véloce des Ferrari 575 Maranello. C'est quelque part la nouvelle version de la 550 Maranello. Plus puissante peut-être, mais moins bien préparée pour l'instant parce qu'elle est nouvelle. De ce fait, ce sont les 550 Maranello rouge et blanche de la Scuderia Italia qui restent les références au niveau Ferrari, mais les 575 se rapprochent à grands pas. Je leur dis, on est assez étonné de voir la première 575 derrière la Corvette de Marc Gossens. La première Lister Storm est en 7e position. C'est la voiture de Jamie Campbell-Walter, génial pilote britannique également. À la 8e place, on a la Chrysler Viper de Marc Duhet. Bon départ donc de Marc Duhet, bon début de course en tout cas. Il est logé entre les deux Lister Storm. La numéro 27, c'est l'officiel, c'est la non officielle plutôt, la privée. Et la numéro 14, c'est l'officiel pilotée par Rob Shirl, un pilote britannique, somme toute assez moyen. Juste derrière ces voitures, on pointe les M3 et les Porsche 996. Alors du côté des Ferrari belges, donc on en parlait, la numéro 13, donc la 13, c'est celle où il y a deux pilotes belges, Bouvy et De Fourny. Exactement. Elle est en 6e position. Et l'autre, Vincent ? Eh bien l'autre, elle est un peu plus loin dans notre classement. La numéro 11, il faut descendre même un peu plus bas pour aller la chercher. Elle est même carrément très très loin, cette Ferrari numéro 11. Elle est 41e il se passe quelque chose avec cette voiture numéro 11, celle dans laquelle se trouve Vincent Voss. Effectivement, ce n'est pas Vincent qui a pris le volant de cette voiture, la numéro 11, mais bien Fabio Babini, le pilote italien. Mais problème de début de course, semble-t-il, pour cette Ferrari 575 Maranello. En tout cas, elle est très loin dans notre classement. On n'a rien eu à l'image pour l'instant qui laissait présager d'un problème pour la voiture du team GPC Squadra Corse, une nouvelle équipe qui a fait son apparition cette année et qui semble faire les choses plutôt bien dans ce championnat FIA GT. Mais là, il est certain que la 41e position sur 42 voitures, c'est pas vraiment ce qu'ils attendaient en début de course. Donc on attend des nouvelles, peut-être de la Pitlane en tout cas, concernant la Ferrari de Vincent Voss. Oui, c'est ce qu'on craignait un petit peu chez ces Ferrari, ces nouvelles Ferrari 575, elles sont nouvelles et pour des courses d'endurance, avoir une nouvelle voiture, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Elle doit d'abord faire ses maladies de jeunesse et c'est ce qu'on craignait un petit peu dans cette team-là. J'ai parlé longuement hier avec Emmanuel Naspetti qui le sentait pas trop. Il dit bon, elles vont bien, elles sont pas encore aussi rapides que les anciennes. Bon, ça semble un petit peu paradoxal, mais c'est normal. Une voiture, ça se met au point petit à petit tout au long de la saison et puis surtout une belle mécanique italienne, ça a besoin d'être connu parfaitement et on l'a vu dans d'autres disciplines. Ferrari, ils vont vite, ils vont bien, ils peuvent être fiables, mais il leur faut un petit temps de préparation, d'adaptation. Oui, on se souviendra aussi que c'est ProDrive, le fameux préparateur britannique qui s'est occupé des 550 Maranello, qui les a amenés à un niveau absolument exceptionnel. Les 575 Maranello, c'est la Scuderia Ferrari, c'est l'usine Ferrari qui a pris le développement en charge de cette voiture. Et pour l'instant, il y a encore quelques petites longueurs de retard par rapport aux 550, mais ne vous tracassez pas. Chez Ferrari, on travaille et ce n'est pas pour rien que l'on met des pilotes tels que Mika Salo, tels que Alain Prost notamment au volant de ces voitures. Donc on voit la bagarre pour l'instant sur la piste entre les deux Porsche et les deux BMW juste devant. Une bagarre de prestige évidemment ici pour les deux constructeurs allemands. C'est ce qu'on attendait. Donc on sait que les Porsche sont capables de l'emporter à l'issue des 24 heures. Des voitures très très fiables. Ils l'ont prouvé. Ils ont gagné l'an dernier. BMW est venu jouer sur leur terrain. Évidemment, c'est pour leur prendre la victoire au général puisqu'ils ne courent pas dans la même catégorie. Les BMW sont issus d'un autre règlement plus évolué. Ce sont des grosses M3 à moteur V8, Vincent. Oui, bien sûr, effectivement, M3 moteur V8. Hans Stuck nous disait récemment, c'est la version ultime de la M-Drive, comme il l'appelle lui en allemand, forcément. Il dit mieux que ça, il n'y a pas comme BMW M3. C'est ce qu'on a fait de plus sophistiqué depuis que cette voiture existe. Et on voit sur la piste juste derrière la Lister Storm, donc des voitures de grand tourisme, ces voitures qu'on voit, les BMW et les Porsche qu'on voit sur la route, je dirais presque tous les jours, et bien avec un minimum de préparation pour ce qui concerne les Porsche. En tout cas, elles sont ici, elles sont fiables, ce sont celles qui consommeront le moins et ça c'est un facteur très très important évidemment
dans cette course, puisqu'on perd du temps au ravitaillement. C'est aussi des voitures assez légères qui usent moins les pneus, et ça aussi c'est important parce qu'on ne peut pas changer les pneus en même temps qu'on met de l'essence, donc on perd beaucoup de temps à changer les pneus. Et bien déjà en début de course, ils sont au 10e, 11e place pour les BMW, 12e pour la première de ces Porsche, en bagarre avec les grands tourismes. C'est exceptionnel et on voit ça à l'image et on sait qu'ils sont là à fond, on le voit, ils utilisent toute la largeur de la piste, même un petit peu plus, mais ces voitures sont faites pour tenir la distance, même dans des conditions pareilles. Vous comprenez bien, des essais ils en font énormément. Les pilotes, ce sont des pilotes habituels, des pilotes professionnels. À l'usine on les connaît, on sait qu'on a beau leur dire d'aller doucement, que c'est une longue course, on sait qu'ils ne les écouteront pas. Donc eh bien on va voir en tout cas s'ils en ont tenu compte. Mais c'est parti à fond pour cette bagarre. Voilà, dans le fond là l'autre Porsche, la seconde. Et puis maintenant on est revenu sur la saline des coéquipiers d'Eric Van de Poel. Oui, des nouvelles, Didier, en provenance eh bien, de notre régie, où on nous dit qu'il y a des erreurs au niveau des moniteurs de classement ici, les moniteurs officiels, et qu'il n'y aurait donc pour l'instant pas de problème pour la Ferrari numéro 11 de Vincent Voss notamment, actuellement pilotée par Fabio Babili. Cette voiture serait bien dans la première partie du classement. Ça reste à prouver bien sûr, mais apparemment donc plus de peur que de mal pour cette voiture. Ah ben, ça nous rassure, tant mieux en tout cas. On a eu un petit peu peur, surtout après tout ce qu'on a dit. On sait que les premiers tours sont importants. Effectivement, et on voulait savoir où allaient se situer en début de course les BMW M3 V8 GTR par rapport au Porsche 996 de la catégorie NGT. Et bien maintenant on le sait, on l'a vu, Didier, ces voitures évoluent de concert sur la piste. Donc ça veut dire que là où les grosses GT risquent d'avoir peut-être des petits problèmes de fiabilité, eh bien on va avoir une véritable armada qui va venir de l'arrière. L'année dernière, cette armada, c'était principalement des Porsche de la catégorie NGT. Et cette année, eh bien, il faut rajouter ces fameuses BMW M3 V8 GTR. Alors que l'un des pilotes de la voiture qui est en tête, Eric Van de Poel, vient de nous rejoindre. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Merci d'être venu. Comment ça se passe? Alors pour l'instant, ça peut pas mieux se passer. Pour moi c'est très relax, tout va bien. Non, tout va. Je crois que la voiture était parfaite au warm-up ce matin. On a fait le meilleur temps. Jusque maintenant, croisons les doigts, mais apparemment tout va comme tout était prévu. C'est-à-dire on voulait partir un petit peu en tête pour pouvoir prendre un peu le large et pas être au milieu du peloton, et puis maintenant essayer d'économiser un peu la voiture et garder un rythme relativement élevé mais sans forcer sur la voiture. Et c'est ce qu'on voit, la voiture qui a commencé les premiers tours en 2,18, maintenant un petit peu moins en 2,21, et donc avec 3 secondes et demie d'avance. Est-ce que vous allez jouer à l'élastique comme ça avec les Ferrari quand ils se rapprochent un petit peu plus et vous allez attaquer un petit peu plus pour garder la tête le plus longtemps possible? Non, je crois qu'il faut essayer de rester dans le groupe de tête. Je crois qu'il est très important aussi de prendre des points après 6 heures. Là, on voit une petite sortie de la 360. Une grosse sortie de la Ferrari 350 Groupe N, la voiture qui avait le meilleur temps ici de cette catégorie. Ouais, c'est Christian Pescatori en fait qui était au volant de cette Ferrari 360 Modena numéro 62, et c'est étonnant de voir l'ami Pescatori. On va revoir ici au ralenti, c'est en haut du raidillon. Je pense qu'il a crevé un pneu, voilà. La roue qui éclate, qui au passage arrache l'aileron, et évidemment plus d'appui, une roue bloquée, il ne pouvait que se retrouver dans le rail. Violente sortie de route ici pour la Ferrari. On va sans doute avoir un pescar, je pense, parce que cette voiture est quand même très mal située. Vos coéquipiers ici, Eric Van de Poel avec l'autre Saline, qui se sont déjà arrêtés. C'est pas un ravitaillement, c'est trop tôt. Non, il faut savoir que cette voiture a eu un gros problème à la première séance d'essai qualif. Elle a perdu une roue et puis en même temps elle a pris feu, donc ils ont dû reconstruire complètement la voiture. Ils n'ont pas pu participer aux séances qualification suivantes. Elle a pu faire un tour ce matin au warm-up et donc elle redémarre là maintenant, et apparemment il y a encore des tout petits soucis, mais elle est repartie, c'est bon signe. Grosse inquiétude chez Pirelli, on l'a vu évidemment, on a vu que c'était un pneu qui avait éclaté, donc on se demande bien ce qui va se passer. Là on l'a dit, il fait très chaud, c'est très dur pour les pilotes, pour les mécaniques, pour les pneus aussi, c'est un élément important. Oui, mais je dois dire que c'est quand même assez étonnant parce que ça ne devrait pas arriver. En fin de relais, on peut éventuellement avoir un pneu qui éclate parce qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout du relais et pas perdre les quelques tours qui restent avant de rentrer pour le ravitaillement. Mais ici, apparemment, ça s'est vraiment passé au-dessus du raidillon en ligne droite, et il a peut-être roulé sur
un morceau de carbone qui était sur la piste dû à un accrochage d'une course précédente. C'est ce qui arrive souvent aux 24 heures du Mans. Quand une voiture sort, il y a des morceaux de carbone sur la piste. Et vous en savez quelque chose? Oui, il y a 2-3 voitures par après qui... Voilà, la Pescar est sortie. Enfin, j'imagine que c'est une Pescar. Ouais, c'est la safety car, effectivement, la voiture de sécurité ici. Juste devant le leader, donc Uwe Alzen. Le problème, Eric, c'est que dans ce cas-là, eh bien, tout l'avantage qui a été creusé au cours des premiers tours, eh bien, réduit à néant. Ça fait partie de la course, bien évidemment, cette neutralisation. Oui, mais c'est pas trop grave non plus parce que ça, effectivement, c'est la même chose pour tout le monde. Et puis il y a des voitures qui s'intercalent entre les premières et les suivantes. Donc dès qu'on va relancer la course, les voitures qui sont derrière doivent repasser les voitures retardées. Et par contre, quand on est en première ligne comme ça permet d'avoir un peu de... On revoit encore au ralenti le pneu qui éclate et cette voiture, l'aileron arraché qui va s'écraser dans le rail gauche d'abord et puis s'arrêter finalement dans le rail droite. Voilà. Ouais, c'est impressionnant tout cela, hein. Et Christian Pescatori n'est pas vraiment coutumier du fait. C'est un des artificiers là aussi de cette catégorie NGT, un pilote qui revendique régulièrement la victoire et à peu près d'ailleurs la seule voiture qui est capable d'aller taquiner les Porsche du team Freisinger, les Porsche 996 GT3 RS qui règnent en maîtresse absolue sur la catégorie NGT. Les nouvelles de la numéro 9, on l'avait vu, hein, juste au pied du raidillon en début de course, Didier à l'arrêt. La voiture de Van der Zwan Hillebrandt, eh bien ce sont des problèmes électriques qui causent des soucis donc à cette voiture. Ils sont toujours en train d'essayer de réparer à l'heure actuelle sur la numéro 9. Mais enfin bon, si ce sont des problèmes électriques, ça veut dire qu'elle va probablement à un moment ou à un autre pouvoir repartir. Et on voyait quelle tristesse évidemment dans ce team Ferrari, toute cette préparation toute la semaine, même plus évidemment pour ces 24 heures et tout qui se détruit 20 minutes après le départ. Ça, ce sont les moments redoutés par toutes les équipes et qui malheureusement arrivent. Eric, qu'est-ce qui est prévu comme stratégie? Vous n'allez pas rester des heures à ce rythme-là sur la piste. Il va bien falloir ravitailler un moment et un moment assez rapidement, je pense. Oui, ça va être assez intéressant de voir la différence de nombre de tours par rapport au Ferrari pour le ravitaillement. Je pense que c'est assez similaire. Et de toute façon, comme j'ai dit, on va essayer de rester dans ce peloton de tête pour pouvoir essayer chaque fois d'être là quand il faut prendre des points, puisqu'on sait qu'il faut prendre des points après 6 heures, après 12 heures et aux 24 heures. Alors on l'a vu l'an dernier, vous aviez fait la même chose, hein, vous étiez parti en tête et puis vous aviez cédé le volant à vos coéquipiers et là perdu beaucoup de terrain. Cette année-ci, il y a une grosse différence, vos coéquipiers sont extrêmement rapides également. Donc quel est l'espoir que vous avez pour cette course? D'aller jusqu'au bout? Oui, certainement, parce que c'est le but. Là, on voit la BMW qui profite du Pescar pour s'arrêter. Alors ça, c'est une stratégie toujours adoptée aux États-Unis, mais pas tellement en Europe, parce que ici en Europe, le règlement fait qu'on perd plus de temps sous la procédure de Pescar, mais on va voir. En tout cas, ils ont fait un ravitaillement express et ils repartent. Si on les laisse partir en bas du pit lane, eh bien, ils auront fait une bonne affaire. On va voir ce que ça donne. Ouais, je pense qu'ils vont les laisser repartir. Le règlement a changé au niveau du FIA GT depuis l'année dernière. Et je pense, il faudrait vérifier ça, mais qu'ils vont devoir repartir. Marc Duet s'arrête également. On a également la Ferrari numéro 17, si je ne m'abuse. C'est la voiture de Pierre-Yves Cortal, c'est de Bert Longin, de Karl Wendlinger. Et c'est l'ex-pilote de Formule 1 autrichien qui est au volant actuellement dans le clan JMB. Voilà, c'est la numéro 17 que l'on a à l'image maintenant. Et j'ai vu rentrer, Didier, également l'une ou l'autre Porsche de chez Freisinger. Donc les voitures qui mènent dans la catégorie NGT. Autrement dit, ça peut généraliser avec ce nouveau règlement. On en profite. Et s'ils le font, et surtout si les BMW le font, on peut faire confiance à Charlie Lam. Il connaît les courses de 24 heures mieux que quiconque. D'ailleurs, toutes les courses en général, on dit que c'est le meilleur team ici engagé. Donc s'il procède au ravitaillement maintenant, c'est que c'est ça qu'il faut faire. De toute façon, c'est un ravitaillement express. On a juste remis un peu d'essence, nettoyé le pare-brise, parce que ça, on peut faire dans le même temps. Et puis, ils sont repartis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 Pescars sur la route. Donc il est très important de pouvoir ravitailler et repartir derrière le même Pescar derrière lequel on était. Ça permet effectivement de faire un ravitaillement en perdant beaucoup moins de temps que si c'était pendant que la course était lancée. Exactement, quitte à en faire 2, même s'ils veulent, ils peuvent s'arrêter à nouveau le tour d'après s'ils veulent changer les pneus, mais je ne pense pas qu'ils devront le faire.
Et donc il faut toujours essayer de repartir derrière le même Pescar, pas attendre le second qui se trouve un demi-circuit plus loin. Et à ces vitesses-là, un demi-circuit, ça fait quelques minutes. Ouais, c'est comme ça qu'une course se joue naturellement au niveau de la stratégie. Il faut aller vite et bien dans la pit lane. Et comme vous le disiez Didier, je pense que du côté du team de Charlie Lam, eh bien, ils savent y faire de ce côté-là. Et ça va repartir dans pas longtemps puisque on l'a vu, la Ferrari est dégagée, elle est sur le côté là, donc plus de danger sur la piste. Si c'est bien celle-là, oui, c'est bien celle-là. Bon, finalement, elle n'a pas l'air tellement amochée, bien que bon, elle repartira pas, ça c'est sûr. On ne sait jamais. Il faut voir, ils vont peut-être essayer de la faire redémarrer. Moi, je me souviens d'avoir tapé le rail un jour dans le Raidillon vraiment très fort. Et ces voitures sont quand même très solides et parfois on parvient à les ramener au stade. En tout cas, les pilotes sont motivés pour les ramener, donc on va voir s'ils vont y arriver. Voilà, on est justement chez BMW, chez Charlie Lam. C'est lui, c'est l'homme ici de dos, maintenant de face. Ce spécialiste des courses d'endurance et de toutes les courses. Donc il semble qu'il attende à nouveau ces voitures. Hein. Oui, c'est pas impossible. En plus, au niveau de la stratégie, c'est vraiment très spécial parce que ça dépend également où se trouve la voiture par rapport au Pescar. S'il est derrière la file de voitures ou devant la file. C'est ça qui détermine un arrêt ou pas dans ces conditions-là. Voilà les BMW en tout cas qui ont ravitaillé, qui ne devraient plus le refaire maintenant je pense. Ce qu'on a vu c'est que Jörg Müller était en train de faire le plein de vitamines après avoir disputé les 2 manches du championnat d'Europe des voitures de tourisme, le TCC tout à l'heure. Il y a Charlie Lam qui a bien pris soin de ne pas mettre ses pilotes TCC au volant des voitures au départ de ces 24 heures. Mais il est certain qu'on va voir les Müller, qu'on va voir Andy Priault, Garcia et compagnie se succéder après ce premier relais au volant de la BMW M3 GTR et de beaux ralentis ici avec notamment la Ferrari numéro 2 de Fabrizio Golin. Ça c'est à l'entrée de la chicane de stop, la new chicane de stop. Et le peloton qui s'égrène ici sous neutralisation. Alors Eric, dans un team, j'imagine que ça change toutes les donnes naturellement quand on ravitaille après 20-25 minutes comme ça. Tout est décalé et forcément ça veut dire que le premier relais risque d'être plus long pour le pilote qui est au volant. Oui, et ça détermine effectivement si on fait des doubles relais ou parfois un relais et demi. Je pense que Alzen va, si jamais il s'arrête, il ne referait qu'un relais après. Par contre, s'il reste dans la voiture, là maintenant, on va simplement mettre de l'essence et puis il va continuer pour une deuxième ronde d'à peu près 1 heure. Et puis à ce moment-là, on va pouvoir chaque fois changer de pilote. L'avantage de faire ça, c'est que le pilote reste dans la voiture et on ne change pas les pneus. On sait très bien qu'il faut changer les pneus après avoir fait le plein d'essence, donc on perd du temps forcément. Et je pense que votre Saline est en train de rentrer dans la pit lane, mon cher Eric. Ça fait plaisir à voir, Eric. Ça vous soulage de la voir rentrer. Vous espériez, je pense, qu'elle rentre. Hein. Oui, je pense que c'est une bonne décision. Voilà, rentrer au sein de cette Saline avec Uwe Alzen et comme nous le confirme Eric Van de Poel, il va plus que probablement rester au volant, Uwe Alzen, de cette voiture. Uwe Alzen et Michael Bartels, des copilotes sympas, ce sont des pilotes allemands que vous avez côtoyés là depuis le test day maintenant. Oui, et puis depuis bien longtemps, puisque c'est vrai que Michael Bartels, je l'ai connu lors des sélections du Junior Team BMW en 86 déjà. Et puis on s'est croisés maintes fois à travers des formules différentes, comme la Formule 3000, Formule 3 et autres encore en course d'endurance. Donc c'est vrai que ce sont des coéquipiers en tout cas d'un très haut niveau, puisque Michael a fait de la Formule 1 et Alzen était champion DTM, Porsche Cup, etc. Donc ce sont vraiment 2 spécialistes. Et bonne nouvelle, Eric, votre voiture remonte le Raidillon et quitte la zone des stands. Donc ravitaillement express et parfait pour cette voiture. Normalement, qu'est-ce qui était prévu alors c'est dur quand même quand on prend le départ de faire des doubles relais. C'était prévu comme ça initialement ou on s'était dit, bon, celui qui prend le départ, il n'en fait qu'un? Non, on avait décidé de faire double, mais en étant prêt, de toute façon, donc Michael Bartels est prêt après le premier relais pour reprendre le volant au cas où Alzen avait des petits problèmes physiques, mais je pense qu'il n'y a aucun problème en début de course comme ça. C'est vrai que le premier relais en général est toujours très dur physiquement, mais là je pense qu'ils ont bien l'habitude de la voiture, de la chaleur. Ils font toute la saison avec cette voiture, donc il n'y a aucun souci, je pense qu'il restera pour 2. Et au niveau des pneus, comment ça se passe? Ils vont pouvoir tenir, bon, on va voir ça évidemment, c'est toujours quelque chose qu'on découvre après le premier arrêt, mais normalement d'après vos prévisions, vos espérances? Oui, je pense qu'on fera des doubles relais sans problème et peut-être mieux la nuit. Donc les relais seront vraiment en fonction de l'usure des pneus? Oui, comme ça on peut éviter ce changement de pneus qui prend beaucoup de temps dans les stands puisqu'il n'y a que 2 mécaniciens qui peuvent le faire.
Il fait chaud là-dedans dans la saline. Enfin bon, il fait chaud dans toutes les voitures maintenant. Hein. Oui, mais je dirais on a la chance d'avoir le moteur à l'arrière de la Exactement, voiture, donc comparé au Viper, Vertigo ou bien au Ferrari, je pense qu'on souffre moins de la chaleur que ces autres voitures. C'est ça, toute cette chaleur du moteur qui peut s'échapper sans passer par l'habitacle, alors que Pierre-Laurent Fassin est chez Pirelli. Alors qu'est-ce qui se passe là chez Pirelli? Pas vraiment chez Pirelli, en tout cas dans le stand de la voiture 62. Vous voyez un peu le team manager Fabrizio De Simone qui s'interroge. On ne s'exprime pas, vous me disiez, avant que le pilote soit rentré. Yes, we have to wait for the car to come back in the box. We still have to speak with the driver and we will analyze the situation. Voilà, ils attendent vraiment le retour du pilote avant d'analyser la situation, de savoir ce que le pilote va pouvoir leur expliquer pour comprendre la raison de cette sortie de route due, on l'a vu, à l'éclatement d'un des 4 pneumatiques. Oui, bien entendu, un moment très très difficile pour ce team et puis aussi pour le manufacturier de pneus, bien entendu, même si je pense quand même que Eric Van de Poel a largement raison et la cause de cette crevaison est certainement due à un débris sur la piste juste après le départ. On a vu, ça se bagarrait portière contre portière, avant contre arrière, et dans ces conditions évidemment les voitures se touchent et il y a des petits éléments en carbone qui cassent et qui restent sur la piste, d'autant que juste avant c'était les courses de CCC et là ETCC, et là c'était très très chaud et c'est toujours très très chaud, donc c'est sans doute à cause de ça que cette Ferrari 360 qui était favorite pour cette catégorie du NGT a connu cette crevaison suivie de cette sortie de piste, et la raison de ce pescar. Voilà qui va déjà libérer le team Freisinger d'une grosse pression dans ces Proximus 24 heures de Spa, puisque c'est vrai que normalement ce sont eux les vainqueurs à l'avance, on va dire, de la catégorie NGT, à l'exception de la Ferrari 360 Modena du team GPC. Et il s'agit, Didier, du même team en fait qui engage les Ferrari 575 Maranello de Vincent Voss, de Fred Bouvi et de Didier Defourny, alors qu'ici je pense que l'on va bientôt assister au restart de cette épave. Alors il y a un autre avantage pour les voitures qui sont en tête juste derrière le Pescar, c'est que la course est relancée seulement à partir de la ligne. C'est-à-dire quand, par exemple, la Saline ici, malheureusement pour la vôtre, voilà, en l'occurrence, malheureusement elle est bloquée. Elle ne peut pas dépasser, elle est bloquée. Donc ça c'est un règlement que j'ai jamais compris, parce que pour moi quand la course est lancée, comme le drapeau vert, elle est lancée pour tout le monde. Non, malheureusement c'est pas comme ça. Il y a eu de tout dans les règlements, c'est vrai. Alors, un coup on pouvait plus. En tout cas maintenant on ne peut pas dépasser avant d'avoir passé la ligne physique d'arrivée, de départ. Donc on l'a vu, la Saline numéro 5 a dû attendre d'être à hauteur de cette ligne pour passer la Porsche qui était devant elle. Pendant ce temps-là, les deux Ferrari qui sont en tête creusent, font un petit trou sur la Saline numéro 7, en fait toutes ces voitures qui n'ont pas ravitaillé. Voilà, exactement, c'est ça l'important, elles n'ont pas ravitaillé, donc ils ont pris le pari de continuer alors qu'ils avaient la possibilité de profiter de cette neutralisation, ce qui veut dire, Eric, que la hiérarchie maintenant va plus pouvoir trop compter dessus avant un petit temps, dans la mesure où tout le monde a des ravitaillements, des pit-stops décalés. Oui, et c'est ce qui fait l'intérêt de ces courses d'endurance, c'est que chacun a des stratégies un peu différentes et que les faits de course font vraiment la course. Je vais vous dire que pour nous c'était un avantage d'avoir un ravitaillement assez tôt, parce que quand on voit sur l'échelonnement des 6 heures, s'il n'y avait absolument aucun pescar à l'avance, on aurait dû faire un ravitaillement en plus, je pense, que les Ferrari pour atteindre ces 6 heures. Donc maintenant de ce côté-là on est à égalité, si ce n'est la petite différence qu'il y a actuellement entre les Ferrari et nous. Alors ici on a vu donc des ravitaillements express, mais comment ça se passe des ravitaillements? Il y a des règles bien précises comme on en a parlé. Philippe Jacquemotte s'est intéressé à ces ravitaillements justement en général. Voilà, on va voir comment ça se passe. C'est un véritable rituel. La voiture arrive, 2 mécaniciens font le plein d'essence, 99 litres en 28 secondes. Pendant ce temps, les pilotes échangent leur place. Celui qui sort sangle celui qui entre. On est censé aider notre copilote parce qu'il y a un nombre limité de mécaniciens ici dans les stands. Et donc, effectivement, pour limiter le nombre de mécaniciens, c'est le pilote qui sort qui aide le pilote qui rentre. Une aide qui permet aussi un gain de temps. Ce n'est pas facile avec le casque, la combinaison, les gants, etc. de bien voir ce qu'on fait. Donc, c'est certain qu'il est toujours préférable que quelqu'un nous aide à nous attacher correctement. Le changement de roue ne peut commencer que quand le plein est fait. Il ne peut y avoir que 4 mécaniciens qui touchent l'auto.
un à gauche, un à droite, un pour le pare-brise, le quatrième pour aider. Ça doit être automatique, ça doit être un roulement, il ne doit pas y avoir de problème et tous les gestes sont mesurés, calculés et on s'entraîne avant la course pour que ce soit des automatismes et qu'on n'ait pas à réfléchir à ce qu'on fait. Bons outils, bonne coordination, ces hommes changent 2 roues en 30 secondes. Au total, la voiture sera restée à l'arrêt 58 secondes. Une opération qui se répétera 17 fois pendant l'épreuve. Rien à gagner, mais si c'est mal fait, beaucoup à perdre. Voilà, comme ça c'est clair, on a tout compris, donc ce sont des règles bien précises, comme on l'a dit. Vincent, quelles sont les voitures justement qui n'ont pas encore ravitaillé dans ce classement, puisque maintenant on voit les 2 Ferrari, la Saline numéro 7, la Ferrari numéro 11, c'est quoi exactement alors? Oui, apparemment ce sont les 11 premiers qui n'ont pas encore ravitaillé, puisqu'à la 12e place on retrouve l'une des BMW M3 GTR, une voiture officielle donc du team Schnitzer. Il y a les 2 Ferrari de la Scuderia Italia, il y a la numéro 7 qui est la Saline du Remalok Racing, il y a les 2 Ferrari 575 Maranello de la formation GPC, les voitures de Vincent Voss, de Fred Bouvy et de Didier de Fourny, naturellement la Chevrolet Corvette de Marc Gossens qui n'a pas ravitaillé non plus, une autre Saline du team de Remalok avec le fils de Remalok, Michael Mallock au volant, c'est la numéro 8, la Chrysler Viper de Philippe Alliot, la numéro 32 n'a pas encore ravitaillé non plus, et apparemment aussi la 77 de Timo Bernhard, il me semble qu'on l'a vu repasser par la pit lane tout à l'heure, ce n'est pas certain, et la Lister numéro 14 officielle n'a pas encore ravitaillé elle non plus. Et voilà, ils sont tous ensemble, donc, et on peut peut-être dire que la BMW numéro 142 est plus ou moins en tête de cette course, même si c'est difficile de dire avec ses ravitaillements, mais il a ravitaillé, il est reparti et il est le premier des non ravitaillés, juste devant juste en fait 2 places derrière, la Saline d'Eric Van de Poel, puisque entre les deux, il y a une Ferrari qui l'a ravitaillé. C'est la voiture de Pierre-Yves Curtage, de Bert Longin, de Karl Bendinger qu'on a effectivement vu dans la pit lane. C'est la voiture de la formation JMB. Et retour sur les images ici avec de nouveau l'Armada Freisinger, avec l'Armada BMW Motorsport. L'a même vu depuis tout à l'heure avec cette équipe BMW, cette équipe Porsche qui remonte petit à petit vers le haut du classement avec des stratégies assez différentes. Mais ça c'est l'autre BMW, donc la seconde en bagarre ici avec la Porsche, et la première des deux est un petit peu plus loin, pas beaucoup, on la voit de temps en temps dans le fond de l'image, elle doit être, oui, on la voit là-bas tourner juste avant le raidillon. Donc il reste serré, on s'y attendait, on le savait, ce sont les équipes les plus affûtées, des voitures qui vont normalement tourner comme des horloges jusqu'à l'arrivée. En tout cas, ils ont énormément travaillé pour ça, ils ont préparé cette course comme on prépare les 24 heures du Mans. Oui, au niveau de la catégorie LGT, on peut déjà signaler que les 3 voitures de la formation de Freisinger Motorsport sont en tête, avec la numéro 77 pilotée actuellement par Timo Bernhard, la numéro 50, la voiture d'Emmanuel Collard, avec Emmanuel Collard au volant d'ailleurs au départ de cette épreuve, et la 99, c'est la voiture de Sacha Massen. C'est 1, 2, 3 déjà en LGT pour la formation Freisinger qu'il avait remporté au Generali, on se souvient, il y a 12 mois. Et le bal des Ferrari devant qui continue avec Matteo Bobbi, le champion du monde FIA GT en titre. Matteo Bobbi accompagné de Gabriele Gardel qui est son copilote traditionnel dans le cadre du championnat FIA GT, de Stefano Livio et d'un espagnol Miguel Angel De Castro, un pilote que l'on avait vu par le passé au volant d'une Lister Storm officielle. Pilote généralement payant pour ses 24 heures, un bon gentleman driver, mais quelque part c'est peut-être le maillon faible de cette Ferrari numéro 1, juste devant la numéro 2 de Fabrizio Golin, également piloté par Lilian Briner que l'on a eu à l'interview tout à l'heure. Alors moi je voudrais quand même profiter encore d'Eric Van de Poel, toujours ici en direct avec nous, merci encore une fois. Je voudrais vous demander d'ailleurs, vous faites quelle autre course vous avez fait cette année? Alors cette année j'ai fait les 1000 km du Nürburgring. J'ai malheureusement pas participer à la course parce que la voiture a cassé avant de démarrer, mais disons que je vais donc participer aux autres courses de 1000 km du championnat LMS avec une Porsche du team A-Level Engineering, une Porsche 996 Turbo, et je suis toujours en discussion pour essayer de rouler ici aux 1000 km de Spa sur un prototype, ce que j'espère beaucoup évidemment. Donc une carrière riche après ce passage en Formule 1, et puis depuis vous n'arrêtez pas, que ce soit Le Mans d'abord avec de superbes participations aux 24 heures du Mans, et puis une carrière magnifique aussi aux États-Unis, c'est quelque chose puisqu'on a couru ensemble, et puis ça continue, et puis moins de courses, mais vous montez dans une voiture et crac, vous y êtes, vous faites les temps des autres, au moins d'ailleurs. Oui, enfin
faut toujours essayer évidemment de rouler le plus possible, mais maintenant ça devient assez difficile de faire des championnats complets parce qu'il y a moins d'usines impliquées. Enfin, ça dépend des championnats, mais disons dans les catégories dans lesquelles je roulais. Donc forcément, les 24 heures de Francorchamps est une course qui me tient vraiment à cœur et j'essaye chaque fois d'être dans un des top teams, mais c'est vraiment pas facile. Et cette année, j'ai encore beaucoup de chance de pouvoir participer sur cette saline du team Conrad Motorsport. Voilà, et en matière de stratégie, eh bien, on vient de voir rentrer Didier Eric la Chevrolet Corvette C5R de Marc Gossens et de Anthony Kumpen. Ça c'est un peu bête, hein, Eric, quelque part, de rentrer 10 minutes après la neutralisation. Maintenant, ils ont peut-être un problème qui les a forcés à réintégrer la pit lane, mais sinon, au niveau stratégie, c'est peut-être pas bien pensé. Oui, je pense que c'est un problème qui a dû les arrêter, comme l'autre voiture de mon team. Effectivement, et on a vu cette saline, la numéro 4, pilotée par Tony Seiler pour l'instant, et bien perdre un élément dans la montée des combes. J'avais cru à un moment que c'était un morceau de plexi latéral, mais apparemment ce ne serait pas le cas. Donc elle a perdu une pièce, en tout cas cette voiture, c'est certain. On a vu un ralenti à un moment donné, et c'est ce qui a plus que probablement incité Tony Seiler à regagner la pit lane. J'imagine que dans le cadre d'une épreuve d'endurance comme ça, on ne va pas prendre des risques sans trop savoir ce qui se passe. Non, et souvent, on a la télévision dans les stands, donc parfois quand le team n'est pas sûr d'une pièce qui s'est évaporée comme on l'a vu dans la ligne droite, alors ils préfèrent appeler par radio et rentrer pour si vraiment il y a un problème de vibration ou autre, et faire rentrer la voiture par sécurité. Voilà, et à la source, la Ferrari de tête, toujours pilotée par Matteo Bobbi bien sûr. Retour dans la pit lane ici avec cette fameuse saline numéro 4. C'est exactement celle que vous pilotiez l'an dernier, Eric, celle-là? Non, en fait c'est l'autre. Celle que j'ai pilotée l'année passée. Voilà, le plexi qui est perdu. Le plexi du phare avant gauche. C'est envolé dans la ligne droite. Effectivement, donc ils ont tout intérêt à le remplacer dès le début avant d'abîmer les phares qui sont en dessous. C'est à ça que ça sert ce plexi de protection. Donc on le disait, cette voiture qui a eu des problèmes juste avant les qualifs, c'était encore les essais libres. On va voir ici au ralenti quelle image, on l'a vu, hein, c'est précis, ce plexi évidemment, ça va vite. À cet endroit, les voitures sont au-delà de 250 km/h, hein, Eric, je dis pas de bêtises. Non, on arrive au-dessus des combes à 268 à peu près, donc c'est à peu près la vitesse à laquelle il a perdu son élément. Donc cette voiture qui a eu ses problèmes avant les essais qualifs, encore en essai libre, il a perdu une roue, donc c'est quand même un gros problème, mais il a réussi à sauver sa voiture, contrairement à la Ferrari 360 qu'on a vu tout à l'heure. Il s'est garé sur le côté et à ce moment-là, elle a pris feu sur l'arrière, juste à côté du moteur, et ça a mis un petit peu de temps, il faut le dire, avant qu'on puisse éteindre cet incendie. D'abord, les commissaires de piste sont arrivés avec un extincteur qui malheureusement ne fonctionnait pas. Le temps d'aller en chercher un autre, eh bien la voiture était très abîmée. Ils ont réussi à la réparer ici pour le warm-up, et heureusement les organisateurs leur ont permis, malgré le fait de ne pas avoir respecté le règlement, puisqu'il faut faire tous les pilotes doivent se qualifier, tous les pilotes doivent faire des tours la nuit, ce qu'ils n'ont pas fait, mais malgré ça ils ont pu s'élancer en fond de grille. Mais cette voiture qui a brûlé, il y a eu des dégâts, et on s'en aperçoit seulement maintenant. Ok, apparemment Eric, ça se passe pas très bien pour la numéro 4, ils sont en train de la pousser avant de faire une marche arrière et la mettre dans le garage. Donc là il y a une intervention technique un peu plus longue sur la voiture. Oui, c'est jamais bon signe de voir la voiture qui rentre dans les stands, surtout quand on voit les mécanos qui n'ont pas l'air très très pressés. Donc peut-être c'est un problème plus grave que prévu. On la rentre dans les stands parce que je pense, Vincent, dans les stands, on peut utiliser plus de mécaniciens que sur la pit lane. Mais il y a surtout que les espaces dans la pit lane ne sont pas très grands pour les teams, et de ce fait, si la numéro 5 d'Eric, pilotée par Uwe Alzen actuellement, rencontrait un problème, autant que la numéro 4 ne soit plus dans le chemin, bien sûr, dans cette pit lane, c'est certain. Mais c'est aussi une question de règlement. Hein. Sur la pit lane, on limite le nombre de mécaniciens, évidemment pour ne pas encombrer et pour éviter que des gros teams viennent avec une batterie de mécaniciens qui envahirait la pit lane, alors que dans le garage, évidemment, là, on peut s'en donner à cœur joie. Oui, surtout qu'on emploie encore les stands d'endurance ici dans la descente, et l'espace est vraiment limité, et surtout dans les stands dans lesquels on est en début de pit lane, là au-dessus, la piste est très très étroite et c'est très dangereux pour les mécaniciens. Il doit vraiment avoir quelqu'un tout le temps qui est près d'eux pour pouvoir leur rappeler que les voitures passent juste derrière.
La saline de tête ici, non pas la saline de tête, mais celle d'Eric Van de Poel et de Uwe Alzen qui a repris sa marche, on va pas dire triomphale, mais en tout cas après son pit stop tout à l'heure. Eric, ça tourne pour l'instant en 2.19.4 pour Uwe Alzen, pour 2.19.4 pour Matteo Boubi. Quelque part, ça veut dire que tout va bien. Oui, en fait, elle a perdu quelques secondes, puisqu'il est à 35 secondes maintenant de la tête, ce qui est normal, puisqu'il a dû dépasser pas mal de voitures, et c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a dû attendre, donc elle a perdu beaucoup de temps. Par contre, elle n'a que 30 secondes par rapport à un ravitaillement en plus. Elle n'a que 30 secondes de retard par rapport à un ravitaillement en plus par rapport aux voitures de tête. Et puis il est toujours en pneus, les mêmes pneus depuis le départ. Donc c'est certainement une bonne opération pour votre voiture, cette saline numéro 5, comparé à ceux qui ne se sont pas arrêtés et qui vont s'arrêter dans pas longtemps, parce que maintenant c'est 45 minutes de course. Les ravitaillements, eh bien, c'est normalement pour ces Ferrari qu'on voit ici au ralenti et au nouvel arrêt du bus. Un relais complet, c'est aux environs d'une heure. Ça consomme peut-être un petit peu moins que vous. Je pense qu'on fait un peu moins d'une heure. Et on va le savoir, parce que c'est vrai que entre les pilotes, il y a des petites différences. En plus, pendant les essais, on roule dans des conditions différentes, puisqu'il y a un pilote en général qui est désigné pour les qualifs. Donc forcément, ce pilote-là a des pneus différents et attaque d'une façon beaucoup plus prononcée, ce qui fait des différences de consommation. Et là, on a vraiment plus d'informations après le premier relais. Voilà, grand plan sur les BMW ici en action sur le circuit. Et juste devant, on a la Chrysler Viper numéro 10 de Marc Duhet. Marc Duhet qui effectue un très bon début de course ici. Il est 12e du classement général, Marc Duhet pour l'instant, avec cette Chrysler Viper. Et il tient en respect les fameuses BMW M3 V8 GTR de la formation de Charlie Lam. Et bien tout va bien pour l'instant pour cette Chrysler Viper. Il y en a une autre qui est encore mieux classée. C'est la numéro 32 de Philippe Alliot, l'ex-pilote de Formule 1. Il a monté un team qui s'appelle le Force One Racing avec une certaine personne qui s'appelle David Hallyday. Je pense que tout le monde le connaît dans le milieu du show business. Malheureusement, David Hallyday est en répétition pour une tournée pour l'instant. Il n'a pu être des nôtres pour 24 heures de Francorchamps. Et de ce fait, Philippe Alliot a dû choisir d'autres équipiers. Ils n'ont pas encore ravitaillé et ils sont actuellement en 7e position. Ça attaque fort au volant de la BMW numéro 143, la même donc avec laquelle j'ai eu la chance de faire ces quelques tours en caméra embarquée. Et on voit qu'il y va, il se bat avec le volant. Il remonte d'ailleurs sur la 42. C'est qui est au volant de la 143, Vincent? De la 143, c'est Pedro Lamy, le portugais, l'ex-pilote de Formule 1. Oui, il faut savoir que ces voitures ont gagné le Nürburgring. Ils ont préparé déjà les 24 heures de Nürburgring. Ils ont préparé cette course depuis longtemps. Ils ont fait des courses de bel car. Et ce sont vraiment des voitures qui sont pilotées à 100%. Du début jusqu'à la fin. Alors on voit qu'est-ce qui se passe ici au volant de votre voiture, Eric. Non, ça se passe bien. C'était pour la Ferrari qui était juste devant, la 575. C'était laquelle, Vincent? Vous avez l'œil. Si j'ai bien vu, c'est la numéro 13 qui était juste devant. C'est celle de Fred Bouvy, Didier de Fourny. Mais ce n'est pas les pilotes belges au volant, c'était Emmanuel Lenaspetti, l'ex-pilote F1 qui a pris le volant. Et ravitaillement ici de la Chrysler Viper numéro 32. C'est la fameuse voiture de Philippe Alliot dont on vient de vous parler. Et c'était une manœuvre un peu bizarre, parce que la Ferrari avait l'impression de s'arrêter. Elle n'était pas juste derrière la saline dans la descente. Donc j'espère que la voiture n'a pas un gros problème et n'est pas arrêtée sur la piste. Ouais, je pense qu'on a quand même un petit problème, parce que Emmanuel Naspetti, je ne pense pas que ce soit le genre à se sortir tout seul. Enfin, bien que bon, les Italiens, on sait qu'ils sont chauds, mais je ne pense pas quand même que ce soit le genre à se sortir comme ça tout seul en haut de la ligne droite au comble. Il n'y avait pas de raison d'attaquer outre mesure. Donc on va voir certainement, on va surveiller, en tout cas voir si elle repasse ici en dessous, au pied de notre studio. Et on a l'image pour l'instant, Didier, la saline numéro 28, c'est celle du Graham Nash Motorsport. Et il y a un pilote belge au volant de cette voiture, du moins qui prendra le volant de la voiture, c'est Christophe Geoffroy. Et Eric, entre celle-là du Graham Nash Motorsport et la vôtre du Conrad Motorsport, ce sont deux salines SCR. On a quand même l'impression qu'il y a pas mal de différences entre ces deux voitures. Honnêtement, je ne le sais pas, parce que c'est vrai que c'est un championnat que je suis de loin. Je ne connais pas vraiment les teams et les voitures personnellement. Je sais en tout cas que celles du Conrad Racing ont déjà pas mal d'expérience, puisque Franz roule avec ces voitures-là depuis 3 ans. Ils ont fait des 24 heures, des 12 heures, des courses d'endurance. Donc à mon avis, c'est là où se situe la différence, et plus dans l'expérience et la préparation de la voiture elle-même que par rapport au team.
Bon alors Vincent, donc après près de 50 minutes de course, on va revoir un petit peu le classement, où est-ce qu'on en est avec en tête, on est en plein dans les ravitaillements, hein, donc c'est pas évident, mais c'est toujours c'est pour l'instant en tout cas la Ferrari numéro 1 en tête. Effectivement, donc on a une neutralisation qui a permis à certains concurrents de ravitailler, ce qui veut dire que le classement qu'on a ici n'est pas vraiment représentatif, mais il fait le bonheur de la BMS Scuderia Italia avec la numéro 1 de Matteo Bobbi devant la numéro 2 de Fabrizio Golin. Troisième place pour la Saline, numéro 7 du Remalo Racing, c'est la voiture de Thomas Cerdos. La première des 575 Ferrari Maranello, c'est la numéro 11, pilotée pour l'instant, je pense, par Mika Salo. Non, c'est Fabio Babini, exactement, qui sera piloté plus tard par Mika Salo et Vincent Voss. Cette voiture est classée en 4e position. Et à la 5e place, eh bien, nous avons la fameuse Saline numéro 5 de Uwe Alzen, Michael Bartels et Eric Van de Poel. Et Club RTL, vous le savez, reste présent ici pendant l'intégralité de ces 24 heures. Je vous fixe donc rendez-vous dans 1 heure exactement. D'ici là, on aura une idée un petit peu plus précise des différentes stratégies. On sera peut-être revenu plus ou moins dans l'ordre avec les ravitaillements et qui sait retrouver, on l'espère, la Saline d'Eric Van de Poel en tête, donc à 18h ici à Francorchamps pour un flash de 10 minutes. À tout à l'heure.